Bienvenue. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective, mais pas pour résoudre un crime, non, pour percer un mystère économique. Notre suspect principal, c'est le comportement humain. Et notre arme secrète, ça va être l'économétrie. On va voir ensemble comment les économistes se servent des données pour tester des théories et révéler des choses parfois surprenantes sur le monde qui nous entoure. Alors, on va plonger dans le vif du sujet avec une question que, franchement, tout le monde se pose. Si on gagne plus d'argent, est-ce qu'on dépense forcément plus? Ça paraît super logique, non? Mais voilà, en économie, ce qui paraît logique doit toujours être prouvé. C'est ça, le point de départ de notre enquête. Pour répondre à cette question, il nous faut une sorte de mallette de détective. Et cette mallette, c'est l'économétrie. Le mot lui-même veut dire mesure de l'économie. C'est tout simplement la discipline qui permet de confronter les grandes théories économiques à la réalité des faits, en utilisant les maths et les stats pour faire parler les données. Voici notre plan d'enquête pour aujourd'hui. On va partir d'une énigme bien concrète, on va chercher un premier indice avec ce qu'on appelle la corrélation, puis on verra comment éviter un piège très classique. Ensuite, on va construire un vrai modèle pour enfin découvrir le verdict des données. C'est parti. Ok, première étape de l'investigation, il faut qu'on définisse très précisément ce qu'on cherche. Une bonne enquête, ça commence toujours par une hypothèse claire et nette. Notre hypothèse de départ, elle nous vient d'un des économistes les plus connus, John Maynard Keynes. Il a posé ce qu'il a appelé une loi psychologique fondamentale. En gros, il dit que les gens ont tendance à consommer plus quand leur revenu augmente, mais pas autant que cette augmentation de revenus. C'est cette idée précisément qu'on va mettre à l'épreuve. Maintenant qu'on a notre théorie, il est temps de chercher les preuves. Et le tout premier réflexe d'un détective des données, c'est de regarder si nos deux suspects, le revenu et la consommation, ont un lien. C'est ce qu'on appelle chercher une corrélation. La corrélation, c'est assez simple en fait. Ça mesure juste le lien entre deux variables. Est-ce que quand l'une bouge, l'autre bouge aussi? Et si c'est le cas, est-ce que c'est dans le même sens ou en sens inverse? C'est notre tout premier indice, la première piste qu'on doit suivre. Et voilà à quoi ressemble un indice solide. Chaque petit point sur ce graphique est une observation. Et on voit bien qu'ils ne sont pas placés au hasard, ils forment une sorte de ligne qui monte. C'est ça, une corrélation linéaire positive. Quand X augmente, Y a tendance à augmenter aussi. C'est exactement le genre de piste qu'on espère trouver entre le revenu et la consommation. Pour bien visualiser, regardons ces deux cas de figure. À gauche, les deux variables grimpent ensemble. C'est ce qu'on vient de voir, une corrélation positive. À droite, c'est tout le contraire. Quand l'une monte, l'autre descend. On appelle ça une corrélation négative. Donc la corrélation, ça nous donne la direction de la relation. Et cette comparaison met en lumière un autre point super important, la force du lien. À gauche, la tendance est super claire, c'est une relation forte, un indice probant. À droite, par contre, les points sont éparpillés partout, c'est le chaos. Ça, c'est ce qu'on appelle du bruit statistique, il n'y a aucune liaison évidente. Notre boulot de détective, c'est de trouver des schémas clairs comme celui de gauche. Bon, on a trouvé un lien, un indice qui a l'air vraiment prometteur. Mais attention, c'est précisément ici que beaucoup de détectives novices se plantent. Il faut absolument éviter le piège le plus célèbre de l'analyse de données. C'est la règle d'or, le mantra de tout analyste. Ce n'est pas parce que deux choses bougent ensemble que l'une est la cause de l'autre. Une corrélation, même très forte, ne prouve jamais un lien de cause à effet. C'est juste une association statistique, rien de plus. Pour bien illustrer ça, regardons quelques exemples un peu absurdes. Dans certaines régions d'Europe, on a observé une forte corrélation entre le nombre de nids de cigognes et le nombre de naissances. Est-ce que ça veut dire que les cigognes apportent les bébés? Bien sûr que non. Un autre. Le chant du coq est très fortement corrélé au lever du soleil. Est-ce que le coq fait se lever le soleil? Évidemment pas. Le point crucial, c'est de ne jamais sauter aux conclusions. Alors, pour aller au-delà de cette simple corrélation et pour vraiment construire un dossier solide, il nous faut un outil beaucoup plus puissant. On doit construire un modèle. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'analyse de régression. Avec la régression, on passe vraiment à la vitesse supérieure. On ne se contente plus de dire « Ah, ces deux variables sont liées ». Non, on cherche à quantifier la relation, à la mesurer précisément. On passe de la question « Est-ce que ça bouge ensemble ?» à « Si le revenu augmente de 100 €, de combien en moyenne est-ce que la consommation va augmenter ?» On cherche une formule, une prédiction chiffrée. Et voilà à quoi ça ressemble quand on traduit la théorie de Keynes en langage mathématique. Ce modèle tout simple dit que la consommation dépend de façon linéaire du revenu. Le bêta 0, c'est la consommation de base, même quand on n'a pas de revenu. Et le bêta 1, c'est lui qui nous intéresse, c'est le chiffre qui mesure l'impact d'1 € de revenu en plus sur la consommation. Mais bon, ce modèle est un peu trop parfait. Il suppose que la relation est exacte, alors que la vraie vie, c'est bien plus désordonné que ça.
C'est pour cette raison qu'un vrai modèle économétrique ajoute un élément absolument crucial, le terme d'erreur, représenté par la lettre grecque epsilon. Il représente tout ce que notre modèle simplifié n'arrive pas à expliquer. Ce terme d'erreur, c'est une sorte de reconnaissance de notre ignorance. C'est une boîte qui contient tous les autres facteurs qui peuvent influencer la consommation. Les goûts de chacun, les prix qui changent, les attentes pour le futur, mais aussi la part d'imprévisible dans le comportement humain, et même les petites erreurs qu'on a pu faire en collectant les données. C'est ça qui rend notre modèle réaliste. Allez, on arrive à la dernière étape de notre analyse. On a construit notre modèle, il est temps de le faire parler et de voir ce qu'il nous apprend vraiment. Quel est le verdict de l'enquête ? Le grand résultat de notre régression, c'est une valeur chiffrée pour ce fameux bêta 1. Ce n'est plus juste une idée en l'air, c'est une estimation concrète de ce qu'on appelle la propension marginale à consommer. Par exemple, si notre modèle estime que bêta 1 vaut 0,8, ça signifie qu'en moyenne pour chaque euro de revenus supplémentaires, les dépenses augmentent de 80 centimes. On a notre réponse quantifiée. Alors, pourquoi on a fait tout ça ? Eh bien, c'est crucial pour plusieurs raisons. D'abord, on a transformé une théorie un peu abstraite en une affirmation qu'on peut tester avec des données. Ensuite, ça nous permet de faire des prévisions. Si un gouvernement anticipe une hausse des revenus, on peut estimer l'impact que ça aura sur la consommation. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça permet de baser des décisions politiques sur des preuves, sur des faits, et pas seulement sur des intuitions. Et on va terminer avec une dernière question pour réfléchir. On a vu que l'économétrie est un outil incroyablement puissant pour décrypter le monde. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'un modèle, par définition, est une simplification. Il ne pourra jamais capturer toute la complexité de la réalité. La vraie sagesse, ce n'est pas seulement de savoir construire un modèle, c'est aussi de comprendre ses limites.